Bonjour Monsieur Aubin. Bonjour Monsieur Valentin. Ah ouais, c'est plutôt bonsoir, mais bon. Hmm. Est-ce que Aurore est sur la route? Oui. Ouais, nickel. Bonjour. Ah, Bonjour Aurore. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne. ça, Ça fonctionne. ça va? Ça va, ça va. Bon, bah, du coup, c'est plus agréable de pouvoir mettre un visage sur un nom, sur Ben, une Tout à voix. fait. tout à fait. Voilà. Donc, Aurore, Valentin. Euh, Enchantée. Enchanté Aurore. Donc, c'est Valentin qui est sur Bali, c'est ça? Exactement. C'est celui je qui suis est pas du à l'autre bon bout temps. du monde. D'accord. Ok. Good. Donc, juste pour rappel, le but du live là, c'est d'aborder les problématiques liées aux thérapeutes en général et aux sophrologues en particulier. D'habitude, Mhm. on parle uniquement du parcours, des difficultés rencontrées et tout, histoire que les autres puissent en inspirer. Mais là, on a commencé une série où on va axer sur deux voies. Donc, la première voie elle reste les difficultés rencontrées, les techniques utilisées. Mais on va aussi essayer de Mhm. rentrer un peu plus en profondeur sur euh, la partie en quoi est-ce que la sophro peut aider concrètement. Donc, d'essayer d'articuler ça au plus près. OK, D'accord. D'accord. OK. Donc, avant de commencer, on va faire une petite traditionnelle présentation. Euh, D'accord. Valentin. Donc moi voilà, Valentin, j'ai 26 ans. Comme tu l'as appris, je suis en ce moment à Bali. Et eh bien, j'ai rejoint ce projet-là dans un premier temps parce que je souhaitais en apprendre plus sur moi-même et sur le monde professionnel et entrepreneurial. J'ai toujours désiré en apprendre plus et en faire plus. Et connaissant Aubin et connaissant son projet, j'ai fini par le rejoindre dans cette aventure pour m'auto-réaliser et pour aider aussi les personnes qui souhaitent prendre le même chemin à pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. C'est ton tour. Oh. À mon tour. Donc moi je m'appelle Aurore, donc Aurore Simonet, je suis sophrologue depuis 3 ans maintenant, j'ai 38 ans. Sophrologue, enfin de reconversion puisque j'étais pas à la base issue de la sophrologie. Peut-être que je vous expliquerai après pourquoi la sophrologie ou voilà. Donc moi je suis ravie en tout cas de cette invitation, je suis ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que je pourrai éclairer pas mal d'autres professionnels ou toute autre personne qui connaît pas forcément la sophrologie et qui aura envie de découvrir en tout cas. Good, good, good. Ça, c'est Parfait. bien ça. C'est mon tour. Moi, c'est Aubin, 31 ans. Contrairement à toi, contrairement, un peu comme toi, je sais une reconversion, je suis plutôt comme ça parce que je suis plutôt ingénieur à la base. Et il y a à peu Mhm, près, voilà, j'ai un peu bossé dans le domaine et puis il y a à peu près 5 ans, oui, j'ai laissé tomber. Et en fait, à l'époque, j'avais une problématique profonde, c'est que j'avais beau être passionné par pas mal de thèmes, j'arrivais jamais à rester concentré et assidu assez longtemps pour mettre en place des habitudes, tu vois. Je voulais améliorer ma mémoire, voilà, les 2 premières semaines, je le faisais et puis voilà, je partais sur autre chose. Et à l'époque, je pensais que c'était moi qui n'appliquais pas les techniques, que je les appliquais pas bien. Jusqu'au moment où je me dis, ben, en fait, non, c'est qu'elles sont pas adaptées à moi, en fait. Et là, j'ai commencé à voir les choses différemment. À cette période, j'ai eu une rupture amoureuse qui a fait que, voilà, ça a créé encore un autre déclic qui a fait que j'ai eu le courage de quitter le boulot. Et finalement, je me suis lancé sur un projet, voilà, de creuser un peu la question. Et mon objectif, c'était de voir à peu près comment on peut réaliser les choses de façon efficiente et tout et tout. Et de fil en aiguille, ça a mené à aujourd'hui où il y a ce projet-là qui
qui est celui d'accompagner les autres, de fournir des outils qui aident au plus près de l'exécution. Donc, Hmm. voilà, je suis avec Valentin et d'autres personnes. Globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de fournir des trucs qui assistent dans l'action. Ça peut être des logiciels, ça peut être des accompagnements, des bouquins, mais l'idée, c'est, voilà, est-ce qu'on peut rentrer en profondeur dans l'action, pas juste dans la motivation. Donc, récemment, on s'est rendu compte que justement, dans le milieu des thérapeutes, a priori, on n'a rien à faire là-dedans. Voilà, on s'est rendu Ouais. compte que pas mal de personnes, justement, ils ont du mal, une fois qu'ils ont lancé l'activité, il y a des gens qui ont beau avoir passé 5 ans, mais c'est pas pour autant que ça décolle, la plupart abandonnent. Et en causant la question, en accompagnant certaines personnes, on s'est rendu compte que la problématique, elle est plus profonde que ça, et qu'il y a plusieurs dimensions. Et donc, voilà, c'est de là qu'est venue l'idée de faire le live là avec des praticiens qui ont un recul beaucoup plus, voilà, beaucoup plus aguerri que le nôtre et tout. Donc, c'est un peu ça pour l'histoire. Et puis, on en sort avec les questions. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de professionnel et de détendu en même temps. Donc, on n'a pas tout prévu. Il y a un peu beaucoup de freestyle et on verra. Bon, c'est pas mal aussi. Ça laisse la place à l'ouverture et à l'improviste. Tout à fait. Exactement. C'est quelque Mhm. chose auquel on tient beaucoup. OK. J'aime bien poser la première question qui est assez vacante. C'est justement, tu l'as anticipé. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à devenir sociologue? Qu'est-ce qui m'a motivée? Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors moi, à la base, juste pour situer, à la base, je suis issue des ressources humaines. J'ai fait une école de commerce spécialisée dans les ressources humaines. Donc j'ai travaillé durant 7 ans, enfin 7 ans en cabinet, cabinet de recrutement, cabinet de management, etc. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que enfin, sur mon dernier poste, j'avais un poste de responsable ressources humaines. Donc moi, ce qui m'a toujours motivée, c'était de pouvoir apporter quelque chose aux équipes, apporter quelque chose à l'humain, être vraiment, avoir un rôle d'interface. Donc ça, c'était vraiment ce qui me motivait. Et donc j'ai perdu mon poste en 2015, donc liquidation de la société. Et lorsque j'ai perdu en fait mon poste, je me suis séparée en même temps du papa de mon fils. Je donne un peu tous les parce que ça a vraiment été l'élément déclencheur. Donc le fait de perdre mon job, le fait de me séparer et le fait de me fâcher à l'époque avec ma meilleure amie. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà pris le chemin du développement personnel et je voyais bien ce qui n'allait pas, ce qui tournait pas vraiment bon dans ma vie. Et donc voilà, donc tout est arrivé en même pas 6 mois, en 3 mois de temps, séparation, perte d'emploi, voilà. Et je venais d'avoir 33 ans. Je me suis dit peut-être que ça fait beaucoup de signes. Donc moi, j'étais très à l'écoute des signes un petit peu de la vie. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai retrouvé un emploi. Ce qui m'importait, c'était d'être à proximité de la maison, puisque j'avais un enfant qui était en bas âge. Donc j'ai retrouvé un emploi à côté. Donc je me suis dit ok, c'est super, ça fonctionne comme j'ai envie finalement. J'ai entamé un bilan de compétences parce que je savais que c'était un job qui était alimentaire et j'avais vraiment ce besoin de liberté. Le monde de l'entreprise ne me convenait plus du tout. Avoir des horaires 8 heures, 18 heures, etc. Enfin être vraiment contrainte, être dans une case ne me convenait plus non plus. Donc, j'ai entamé ce bilan de compétences en me disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Et vraiment, ce qui est ressorti, c'était l'aspect humain, aider, apporter, donner, être libre, être autonome. Donc, je me suis dit, ok, super, mais je fais quoi avec ça maintenant? Qu'est-ce que j'en fais concrètement? Ok. Et il m'a fallu 6 mois supplémentaires. Et puis un jour, je suis tombée sur une émission qui parlait de sophrologie. Enfin, je suis tombée sur après des articles. J'avais fait entre-temps un congrès, donc congrès du développement personnel, et j'avais échangé avec une coach qui m'avait dit, tu verras, tu vas trouver quelque chose, ça va se présenter comme ça, tu vas claquer des doigts et ce sera ça.
Et 15 jours après, je tombe sur la sophrologie, je me renseigne. Le principe me convient super bien. Je me dis, waouh, c'est génial, ça a l'air d'être super puissant. Et en fait, je suis allée expérimenter moi-même, donc voir ce que c'était, voir ce que ça me faisait. Donc, j'ai expérimenté, je suis allée voir différents sophrologues. Et puis, 2 mois après, je rentrais en formation pour devenir sophrologue. Donc voilà ce qui m'a poussée, c'était cette envie de pouvoir aller aider. Je précise quand même que j'avais déjà moi travaillé sur moi-même parce que ça c'est aussi un point qui est important Mm. à aborder, mais j'avais déjà travaillé sur moi-même et donc du coup je me sentais aussi l'envie et la capacité de pouvoir aller aider, pouvoir apporter des outils euh, à tous les gens qui en ont besoin, quoi. Donc voilà un peu pour mon parcours lié à la sophrologie, comment j'y suis arrivée. Non, c'est un point. Enfin, je reviens juste sur le dernier point que tu as dit parce que c'est super important et nous on l'a déjà un petit peu abordé. C'est que tu as précisé que tu as fait un travail sur toi-même avant en fait de Mm, te lancer dans la sophrologie et parfois en fait c'est un point qui est malheureusement un petit peu négligé parce qu'on souhaite toujours aider les autres. C'est toujours entre guillemets un petit peu plus facile que de voir nos propres blessures intérieures. Sauf qu'on bien sûr. on oublie que si on ne s'aide pas soi-même, on aura du mal d'aider les autres. En tout cas, on ne pourra pas le faire mieux si on ne s'est pas déjà aidé soi-même, quoi. Donc c'était un Complètement. C'est point un super point, important. c'est un point qui est vraiment important. Enfin, moi, je mets toujours l'accent dessus parce que j'étais assez étonnée quand je suis rentrée en fait en école de voir qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas la sophrologie, qui n'avaient jamais travaillé sur eux-mêmes, etc. Et du coup, je sentais qu'il y avait quand même un décalage. Euh, il y avait un décalage et c'est important parce qu'en fait, au quotidien, quand on est sophrologue, il y a des gens qui arrivent avec un parcours de vie, avec des souffrances, avec des histoires. Et quand on n'a pas travaillé sur soi, on ne sait même pas à quoi ça fait référence. On ne se rend pas compte qu'en fait, on fait des transferts, des projections et en fait, enfin, sur du long terme, ça peut avoir des conséquences qui sont très, très graves. Déjà, enfin, pour les personnes qu'on accompagne, mais aussi pour nous. Et pour les personnes que l'on accompagne, enfin, c'est nécessaire d'être ancré, d'être aligné et déjà de savoir vers quoi on s'oriente, quoi. Donc, le travail sur soi, pour moi, il est inévitable. Et je pense que ça fait la différence aussi entre certains professionnels. Mm. Oui, oui, effectivement, parce que quand tu as travaillé ce soir, en fait, tu arrives à percevoir les nuances qu'il y a entre les mots et les images auxquelles elles font référence. Parce que il y a le vocabulaire n'est pas suffisamment riche pour exprimer les émotions et tout ça. Donc, quand t'es passé, quand t'as fait le travail et que quelqu'un te raconte son histoire, il a même pas fini, mais tu peux déjà percevoir toute la forêt qu'il essaie de décrire derrière l'arbre. Et ça, c'est très Mm. important. Je pense que ça te permet même de te mettre, voilà, d'être empathique et aussi quelque part de mettre de la distance, de savoir jouer un peu là-dessus, non, clairement. Et puis au moment aussi, enfin très basiquement, mais au moment où il y a quelque chose qui vient nous toucher, quand quelqu'un raconte une histoire, etc. Parfois, en effet, ça vient. Et puis il y a pas non plus de hasard, hein. Euh, en tant que thérapeute, on évolue aussi, on travaille aussi sur nous. Et ces personnes sont là pour nous aider aussi. Et ce qui est important, c'est de pouvoir voir au moment où il y a un impact, se dire, OK, là, ça fait référence à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et justement, d'avoir ces outils aussi pour pouvoir respirer, se réancrer et pour pouvoir être disponible à la personne qui est en face. C'est important. Mais ça, faut pouvoir le repérer déjà au préalable. Ça, c'est bien ça. Sauf que c'est la partie la plus difficile, travailler ce soir. La partie la plus difficile. C'est beaucoup plus facile de se dire que, ouais, on va traverser les autres. Se regarder dans le Exactement. miroir et se dire que ça commence par là. Et là-bas, généralement, on n'aime pas voir ce qui se ressort. Même quand on le voit, on ne veut pas y croire. Exact. Donc, euh, C'est, je pense, la difficulté et la problématique finalement de beaucoup de thérapeutes, hein, et peut-être aussi de la sophrologie en ce moment, qui est un métier qui est un peu en vogue aussi, où j'ai envie de dire que tout le monde peut s'inscrire dans une école, passer son titre, etc. Alors bien évidemment, sur le papier, il y a eu une formation, etc. Mais dans les faits, c'est quand même plus complexe que ça, en fait, hein. Dans les faits, il y a Mm. quand même des principes
à ne pas oublier et surtout parfois, enfin, au-delà de pas les oublier, il faut déjà avoir conscience de ces principes et de ce qu'on va apporter aux gens et de l'impact que ça peut avoir. C'est pas un simple job, quoi. C'est une réelle vocation. Et c'est vrai on l'a pas forcément beaucoup entendu dans les interviews précédentes. Euh, Tu as parlé aussi un petit peu de difficultés. Quelles sont, toi, les difficultés que tu as pu rencontrer durant ces premières années de pratique? Tu as parlé du fait d'avoir un travail sur soi-même. Et j'imagine que c'est pas la seule difficulté auquel tu as dû faire face durant ces années-là, quoi. Alors, par rapport à l'installation, par rapport au métier à proprement dit. Bah, Par tu rapport peux aux peut-être me deux, faire une petite... Ouais, voilà. parce que ça ne va, D'accord. l'un ne va pas sans Ok. l'autre, en fait. Ton installation dépend de comment tu as, de la stratégie que tu as prise. Donc, c'est lié. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des bons ou des mauvais exemples. Donc, je me suis installée il y a eu 3 ans au mois de juin. Alors moi, j'ai un peu sauté dans le vide finalement parce que je me suis pas posé les questions. J'ai pas été la bonne élève qui a fait une étude de marché, enfin, c'est comme si pour moi tout était une évidence. Donc j'ai terminé mon école. Avant de terminer en fait ma formation, j'avais déjà négocié une rupture conventionnelle. Et puis je me suis jetée dans le bain comme ça en me disant de toute façon ça va aller, il n'y a pas de souci, ça va aller. Donc bien évidemment, moi comme je disais, je travaillais sur moi, hein, donc à travers différentes thérapies. Euh, Aujourd'hui, quand je m'aperçois, quand je fais le constat de ce que j'ai fait, je me dis waouh, enfin comment j'ai pu faire pour me jeter comme ça dans le vide, enfin une main devant, une main derrière, allez hop, on y va. Bon, ok. J'ai Mhm. voulu un cabinet, en fait, j'avais vraiment en tête un cabinet précis dans lequel je voulais travailler. Et quand je suis allée visiter, il y avait une place qui se libérait donc pour faire un partage de cabinet. La personne me dit à la fin, ouais, mais en fait, moi, je me suis aussi formée à la sophrologie, donc je ne sais pas trop. Et elle m'a rappelé un mois après, donc, en allant visiter le cabinet, en me disant j'étais un petit peu bête, en fait. Ok. C'était un vendredi 13. Alors je le précise dans le cadre des signes aussi. On y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, c'était un vendredi 13. Je suis allée visiter le cabinet. C'était dans donc le bureau, c'était le cabinet que je voulais. Et il était exactement comme je voulais. La personne avec qui j'allais partager, ça a été un coup de foudre aussi. Donc déjà, tout s'est bien goupillé, hein. Et puis, bah, j'ai commencé mon activité comme ça. Après, on m'avait dit de faire beaucoup, beaucoup de communication, de développer, etc. Alors oui, j'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers, etc. Je suis allée déposer ça, mais en fait, je n'ai pas fait le tour des professionnels autour de chez moi. Enfin, j'ai pas fait vraiment de la prospection. Je suis allée juste déposer dans des endroits clés quelques cartes. Et en fait, encore une fois, ça s'est fait assez naturellement. Euh, alors au début, je prenais ça enfin, je vais pas dire à la légère, mais je m'inquiétais pas trop. Je savais, parce qu'on a la chance hein, finalement en France d'avoir aussi quand même des aides. Donc, j'avais négocié ma rupture, donc je savais que j'étais pas complètement à la rue. Je savais qu'il me fallait tant d'accompagnement par semaine, par mois pour pouvoir vivre. Donc je me suis vraiment orientée là-dessus. Et puis quelques mois après, j'ai pris Doctolib où je me suis dit, bon, on verra, je fais un test. Et en fait, très rapidement, j'ai été débordée. C'est-à-dire, j'étais à 20, 25 clients par semaine, puisqu'on dit des clients en sophrologie et pas des Mhm. patients, même si, bref, ça reste un cadre thérapeutique, mais bon, ça, c'est les notions en tout cas qu'on nous demande d'avoir. Et en fait, rapidement, ça s'est développé tout seul. C'est-à-dire que j'ai même cru à un moment que j'allais faire un burn-out, tellement justement j'avais de monde. Et j'avais pas suffisamment, donc ça faisait même pas un an que j'étais installée hein, finalement. Et pour le coup, j'avais pas suffisamment d'outils dans ma technique, dans ma façon de pratiquer. En fait, il y avait tellement d'agitation que moi-même, j'arrivais pas à me poser. Et là, ça a été pour le coup une vraie difficulté que j'ai rencontrée de me dire, bon, souviens-toi que si tu vas accompagner les gens correctement, il faut que toi, tu sois bien. Et je commençais à partir dans un espèce de tourbillon parce qu'il y a tout qui arrivait d'un seul coup, parce qu'il y avait beaucoup de temps de séance, beaucoup de temps de préparation, et que je me disais, waouh, je fais comment en fait? Moi, c'est pas ce que j'ai demandé, hein. Je veux travailler, je veux en vivre, mais je veux pas être complètement submergée.
Et puis, cette prise de hauteur, cette prise de recul m'a permis finalement de pouvoir me réancrer, de pouvoir réaborder les choses différemment. Les vacances sont arrivées, hein. Et puis mon activité s'est poursuivie. Forcément, c'est un turnover dans la mesure où il y a des débuts d'accompagnement, des fins d'accompagnement. Donc, tout a été encore une fois juste et ça s'est fait naturellement. Je suis pas en fait la sophrologue qui est allée voir tous les professionnels. J'ai parfois des clients qui viennent et lorsque je leur demande d'où ils viennent, ce sont des médecins qui m'ont recommandé, parfois enfin d'autres professionnels, mais que je connais pas forcément. Ce qui a fait la différence, c'est, je pense, les avis aussi que mes clients postent sur les réseaux, sur Google, les références que j'ai, en fait, tout simplement, sur Doctolib, etc. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que en fait, toi, tu as eu le problème à l'autre extrémité. D'habitude, les gens n'ont pas de clients, mais toi, tu en as tellement eu que, que tu as perdu C'est un l'ancrage. peu délicat, hein. C'est un peu délicat de dire ça, c'est-à-dire que alors c'est pas présomptueux, hein, ça a été vraiment en fait à ce moment-là difficile parce que je me sentais vraiment moi suffoquée et de me dire mais comment je vais faire parce que faut pas oublier qu'on est là encore une fois. Enfin, moi j'oublie jamais hein, pourquoi je me suis enfin pourquoi j'ai fait cette reconversion. Et il y a toujours le besoin de bien faire, d'amener les gens à leur objectif, à leurs besoins. Et bon, voilà, après, tout s'est bien passé, tout s'est bien goupillé, mais ça a été une période où je sentais que j'étais vraiment dans une forme de tourbillon. Il y avait trop de choses, quoi. Il y avait trop de choses. Après, ça s'est calmé, hein. Mais voilà, donc par rapport à la question, par rapport aux difficultés, que ce soit dans mon activité, euh, j'ai pas eu la difficulté de la prospection parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je touche du bois, hein, mais là, je travaille en entreprise, c'est les entreprises qui viennent vers moi. Voilà, j'ai des demandes. Ça ne matche pas à tous les coups, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire qu'assez naturellement, ça vient à moi. Pour autant, j'ai quand même un travail de prospection à faire que je compte faire à partir du mois de septembre. Ah, Voilà, je compte développer parce que j'ai d'autres projets, mais voilà. c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que Doctolib a été un moteur pour ton activité d'école. Comme on disait dernièrement Mhm. avec Romain, c'est le premier sophrologue avec qui on a fait des interviews, on disait c'est comme tout, c'est un outil. Si tu sais t'en utiliser, ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher pour tout le monde, mais ça reste utile pour certains cas. Et du coup, ça m'amène à te poser la question de savoir dans quelle zone tu te situes, en fait, en France. Ah, dans quelle zone? Moi, je suis en région parisienne, je suis dans les Yvelines. L'ouest parisien, à côté de Mantes-la-Jolie. On connaît bien. Valentin et moi, on y était. Ah, d'accord. Sur Mantes? Ouais, Non, pas pas mal. Mantes-la-Jolie, mais pas très loin. Pas très loin. Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. D'accord, bah voilà. Bah, je travaille en entreprise sur Saint-Quentin notamment. Donc, voilà, on est à côté. Ça va, c'est bien. Mais ça, c'est bien ça. Et à partir de, tu as dit que quand tu t'es lancé, ça fait un peu tout seul. À partir de quand est-ce que tu as mis tu t'es inscrit à Doctolib et avant Doctolib, tu avais à peu près quoi comme fréquence par semaine? Avant Doctolib, j'étais à peu près à une dizaine de rendez-vous par semaine. À peu près une dizaine. Après, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est parce que j'étais en cabinet pluridisciplinaire, hein. Lorsque je me suis installée. Alors, j'ai changé de cabinet entre-temps, hein, mais ouais, j'étais en cabinet pluridisciplinaire, donc je pense qu'il y avait quand même une visibilité qui était là. Après, oui, je pense qu'au début, je devais être à peu près une dizaine d'accompagnements par semaine, Ça, c'est bien. globalement. Et quand je me suis inscrite sur Doctolib, que je réfléchisse même pas un an après, j'ai entamé mon activité en juin et je me suis inscrite en avril sur Doctolib. Et là, finalement, assez rapidement, j'avais par semaine deux, trois clients supplémentaires. Donc, euh, Je donc voilà, pense, et puis ça. je pense que Doctolib, en fait, ça dépend vraiment c'est marrant parce que Aubin a posé exactement les questions que je voulais poser. Mais je vais rebondir quand même sur Doctolib pour dire que je pense que ça dépend des régions. En France, en Paris, région parisienne, on est très connecté, on est quand même beaucoup plus sur le téléphone que sur certaines zones
en France. Et je pense que Doctolib est beaucoup plus un réflexe quand on veut trouver un professionnel que dans certaines zones Oui. de France. Parce qu'on a déjà eu des personnes qui ont essayé Doctolib et où Doctolib leur a ramené Hmm. carrément, enfin, ça leur coûtait plus cher de prendre Doctolib que Résultat. que de ne pas l'avoir. Donc je pense qu'il y a vraiment des Hmm. stratégies en fonction de où on se trouve en France. Euh, et, Et su- Oui. et surtout, pour ajouter dans ce que tu dis, je pense que Doctolib a joué le rôle de levier. Ouais, tu vois. hmm, Doctolib a plus joué le rôle de Complètement. levier. Le démarrage, c'était les maisons pluridisciplinaires. On entend ça plusieurs fois. Ça permet d'avoir de la visibilité au début. Mais Doctolib est venu un peu Oui. comme la base de comme l'accélérateur, quoi, mais pas comme le démarreur. Bien sûr. Clairement, enfin, en plus, moi, quand je me suis inscrite sur Doctolib, il y avait pas ou peu de sophrologues dessus. Après, en 2 ans, ça a pulsé et aujourd'hui, il y en a un peu partout. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas. Enfin, il y avait pratiquement personne sur Doctolib. Donc, et je me suis fait la réflexion. Alors, moi, Doctolib, je me suis dit, je teste. Je ne savais pas ce que ça allait m'apporter, donc je me suis dit, je teste. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Valentin, sur Paris, on a ce réflexe, hop, je suis pas bien, il est 23 heures, je suis pas bien. Euh, et d'ailleurs, je me faisais la réflexion au tout début parce que je recevais en fait des notifications de prise de rendez-vous, 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Donc, je pense qu'en fait, les gens n'étaient vraiment pas bien et qu'ils se disaient, bon, bah voilà, je prends rendez-vous. Donc, du coup, hop, on va sur Doctolib, c'est le réflexe. hmm. Il y a une disponibilité, bam, le rendez-vous est pris. Et je pense en effet ça a bien aidé. Après, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je vois la différence. Il y a quand même moins de rendez-vous de manière hebdomadaire que quand j'ai commencé. Et parce qu'il y a aussi forcément Plus de plus monde. de thérapeutes Hmm. qui sont sur Doctolib. Ben, l'avantage que tu as eu, je pense, il y a, si je calcule bien, c'était il y a 2 ans que tu avais commencé Doctolib. Je pense que tu étais au début de la Ouais, un petit vague. peu plus. En fait, comme dans tout, Oui, dans tout business, pour parler un petit peu oui, vie entrepreneuriale, pardon. Euh, oui, tout à fait. voilà, quand la vague commence, on a toujours beaucoup plus de traction, je dirais, que quand la vague est en train de se calmer. Donc, tu as eu peut-être aussi Bien sûr. cet avantage involontaire sur tes collègues, en fait. Après, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai vraiment conscience, moi, quelque part, de la chance que j'ai. Je dis toujours qu'on n'est pas où on est par hasard. Et j'ai vraiment conscience aussi de la chance que j'ai. C'est que j'entends parfois des thérapeutes, quels qu'ils soient, hein, enfin, sophrologues ou autres, qui ont du mal, justement, qui peuvent abandonner, comme tu le disais, au bain parce que ça ne décolle pas, parce que ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai la sensation, enfin, vraiment. Enfin, je ne vais pas dire que c'est simple, hein, parce que ce serait présomptueux, parce que ça n'est pas simple, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus facile. Enfin, j'ai pas eu de gros obstacles jusqu'à présent. Voilà, j'estime vraiment avoir de la chance. Je sais pas si c'est parce que je suis sur le bon chemin, j'en sais rien. Après, il peut y avoir des croyances derrière tout ça, mais le fait est que aujourd'hui, enfin voilà, je pense que ça se passe bien. Et après, enfin, faut pas se leurrer, hein, ce qui fait la différence aussi, ça va être beaucoup de bouche à oreille, euh, les accompagnements qu'on a réalisés, mine de rien, enfin, la qualité des accompagnements qu'on réalise. Moi, j'invite souvent, alors tout le monde ne le fait pas, mais j'invite les clients en fin d'accompagnement à aller publier un post, à aller euh, mettre un avis. Alors, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais le fait est que les avis, en tout cas, sont authentiques. Ça, Sur c'est sûr. Google, je pense que ça va un petit peu. Tu parlais des avis Google. Je pense que ça joue énormément quand enfin, on a l'habitude d'utiliser encore une fois Doctolib, qu'on a le choix entre plusieurs praticiens. Faut pas se mentir, les avis Google, quand on voit une différence entre deux praticiens, on va toujours privilégier celui qui a quand même pas mal d'avis et qui a plutôt une bonne note Bien sûr. sur Google, quoi. Donc c'est une très bonne chose. Donc continuer à faire ça dans ce sens. Après, moi, je fais attention à ça. C'est-à-dire que je vois en ce moment, enfin, voilà, bon, après, c'est des dérives, hein, mais comme tout, enfin, après, je dis toujours, on est honnête ou on ne l'est pas. Voilà, moi, je veille vraiment à ce que ce soit de vrais commentaires.
Mm. de personnes que j'ai vraiment accompagnées. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je me dis dans mon travail aussi, c'est l'authenticité qui va faire la différence. J'ai toujours, quand on fait un travail de cœur, et ça fait aussi toute la différence. Good, good, good. Ça, c'était pour la partie un peu démarchage, si on peut dire ça comme ça. Je voulais revenir sur la partie confiance en toi, si tu veux bien. J'ai vu quand tu parlais que je pense qu'une des raisons, l'une de tes grandes forces, c'est l'intuition. Tu fais confiance à ton intuition. Ah, ah, J'ai plutôt tendance finalement, oui, à écouter mon intuition. Alors après, je suis humaine, il y a des moments où je suis plus dans le doute que d'autres, etc. Je me suis vue dans le cadre de mon activité. C'est vrai que là, dernièrement, il y a eu des moments où il y avait moins de, enfin là, avec le Covid, avec l'année qu'on a traversée. Alors nous, on a eu la chance en tant que sophrologue, on n'a pas été obligé de faire Ouais, une ça baisse coupe un petit d'affluence. peu. ah. Ah, ça coupe, Oui, ça oui. coupe C'est ça a bon? coupé. Ouais. Oui. Oui, c'est bon, Je disais tu es de que le retour. fait est qu'avec durant l'année, il y a quand même eu, même si les cabinets sont restés ouverts, en tout cas moi je suis restée, mon cabinet est resté ouvert, il y a quand même eu une baisse d'affluence sur là avril-mai où c'était vraiment particulièrement calme et j'avais du coup l'outil de comparaison, je pouvais comparer par rapport aux autres années où là forcément, enfin on a tendance à se cristalliser dans ces cas-là et se dire ouh là 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 là, est-ce que justement va peut-être falloir que je développe la prospection, faire ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Euh, et là, du coup, il y a le doute qui arrive. Et dans ces cas-là, en effet, par contre, je me relie toujours au cœur et de me dire de faire confiance, quoi. Faire confiance à ce qui doit être et mon intuition me parle. Et à partir du moment où je rouvre, et après, enfin, encore une fois, je travaille beaucoup avec le cœur, mais à partir du moment où je rouvre cet espace et que je ne suis plus dans la peur, hop, naturellement, ça revient. Donc voilà, après j'ai envie de dire que la plupart des gens ne fonctionnent pas forcément comme ça. Il faut quelque chose de plus concret. Mais le fait est que moi aujourd'hui, en tout cas, je l'observe et du coup, je fais confiance aussi à cette intuition. J'ai changé de cabinet au mois de février. J'avais peur aussi, j'avais des peurs et puis je me suis dit, Aurore, fais confiance parce que ton cœur te dit de venir ici. Donc fais confiance. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu as des exercices que tu pourrais recommander à quelqu'un justement qui n'a pas cette habitude-là d'écouter son intuition? Parce qu'il y a d'autres voix aussi. Est-ce que tu as des exercices que tu pourrais recommander pour quelqu'un voilà, qui n'a pas cette habitude-là, pour qu'elle puisse s'écouter elle-même, écouter son cœur? Alors, des exercices, oui. Après, ça se fait. Après, c'est un travail de long terme, hein. J'ai envie de dire que c'est un peu comme quand on a envie de courir un marathon. Si on arrive et qu'on se dit, bah là, aujourd'hui, je cours un marathon, ça va être un peu compliqué. Ça se travaille au préalable. L'intuition, ça se travaille aussi au quotidien. C'est un peu comme un sport, hein. C'est un sport du cœur et de la confiance. C'est une connexion. Euh, Déjà, je pense que la base, on va en venir hein, à la sophrologie, ça va être la respiration. Parce que la respiration, elle va nous amener à être en contact forcément avec notre intériorité, hein, aller voir ce qui se passe dans le corps, n'importe quel endroit d'ailleurs dans le corps. Et puis du coup, plus particulièrement le cœur. Et donc parfois respirer, prendre le temps de se poser, hein, d'être pleinement conscient de ce qui est ici et maintenant. Parce que la respiration, elle est tout le temps impactée par tout ce qu'on peut traverser, par tout ce qu'on peut vivre. Et du coup, le fait de se reconnecter à ça au quotidien, après, il y a différents types d'exercices, mais déjà se connecter à notre respiration, ça permet de mettre de l'espace. Quand on est dans le stress, dans la colère ou quoi que ce soit, qu'on est complètement contraint, le fait de venir respirer, déjà, on va mettre de l'espace pour permettre d'évacuer tout ce qui a évacué et derrière se mettre à l'écoute de soi, c'est vraiment se connecter au cœur, respirer dans le cœur. D'accord? Alors après, ce sont des exercices qui peuvent paraître là un peu abstraits, hein. Ça se pratique et au début parfois avec de l'accompagnement, mais après ça se fait naturellement. C'est venir écouter naturellement ce qui se passe et vraiment ouvrir cet espace. Donc, et l'intuition, elle se présente parce que là, on parle d'intuition. Alors, c'est pas forcément en lien avec la sophrologie, hein, puisque c'est pas du tout ce qu'on travaille en sophrologie. En tout cas, on peut, mais c'est pas forcément ce qu'on travaille en sophrologie. Là, c'est vraiment mon cas propre, hein. Donc, je fais la différence parce qu'il y a un cadre dans
avec la sophrologie. Euh, mais moi, mon cas propre, c'est vraiment, ça se présente par des messages. Enfin, voilà, ce sont des informations que j'ai. Et pour le coup, parfois, ça m'arrive de ne pas les écouter. Et après, je me dis, mais Aurore, mais quelle boulette. Tu avais l'information, tu avais tous les éléments, mais non, tu n'as pas voulu écouter, tu as voulu, voilà. Donc, je dis toujours, quand on écoute notre intuition, on a tous les éléments avant même que ça se passe, avant quoi que ce soit, on a tous les éléments. Et ça vient simplement du cœur quand on est connecté au cœur. Je connais. Quand tu dis ça, je pense que Je voilà. le vois, tu perçois. Valentin a rigolé tout à l'heure parce que je pense qu'il pensait la même chose que moi. Et surtout, moi, ce que j'ai appris en fait, c'est que l'intuition, c'est comme tout. On apprend à lui faire confiance parce qu'on fait des expériences. C'est-à-dire, quand on a dans le doute, on se dit, Bien bon, sûr. cette voix, elle dit ça. OK, ce cas-ci, je vais le faire et voir ce qui arrive. Et puis, tu vois, et quand tu le fais pas, tu vois aussi le résultat. Et puis, tu te dis, ben, j'aurais dû l'écouter et ça devient comme un acquis. Je pense aussi que peut-être, de par ton expérience, en plus, tu as été RH, tu as travaillé beaucoup avec les ressources humaines et toutes les difficultés que tu nous as citées au début avec ta famille et tout. Quelque part, je parie que ton intuition t'avait déjà donné plein de signes avant-coureurs, mais tu n'avais peut-être pas écouté, tu n'avais peut-être pas, parce que ça demandait quand même du courage de prendre certaines actions en amont. Et là, quand ça arrivait, tu as dit, ben, plus jamais ça. Maintenant, je fais confiance à mon intuition à 2000% qui t'a découvert la suite plus tard. Il y avait des signes avant-coureurs. Après, en effet, il a fallu. Alors moi, ce qui m'a aidé, je pense justement à reprendre confiance en moi, c'est par le biais du sport. Et c'est le sport qui a fait que j'ai repris confiance en moi et que j'ai eu le courage derrière d'avancer. C'est vraiment ça. Mais oui, oui. Enfin, après, encore aujourd'hui, dans ma vie du quotidien, parfois, c'est pour ça, on est humain. Parfois, on me dit non, mais Aurore, t'es sophrologue, t'es jamais en colère. Mais si, je suis en colère. T'es sophrologue, t'es toujours zen. Non, je ne suis pas toujours zen. Je suis juste humaine. Je des émotions comme tout le monde. Enfin, et parfois, donc, du coup, je n'écoute pas mon intuition. C'est-à-dire qu'elle m'avait. Et c'est après coup, je me dis. Alors, du coup, maintenant, j'en rigole. Parce qu'il n'y a pas de gros enjeux. Et parce que je pars toujours du principe que quoi qu'il se passe, on apprend. Ça m'apprend encore davantage sur moi. Donc, toujours tirer le positif de toutes les situations. Mais voilà, j'ai des situations qui sont assez drôles où j'écoute pas mon intuition et je finis en mode stress parce que j'ai pas écouté mon intuition. Donc, c'est drôle. Valentin, tu voulais faire un commentaire? Non, 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 pas spécialement. Si t'es d'accord, j'aurais posé la dernière question. En tout Pas cas, encore. Ouais. Pas pas encore. encore? Ok. On va garder Je... ça pour après alors. ouais. Du coup, ce que j'ai retenu en gros, c'est que voilà, globalement, si quelqu'un a un problème de manque de confiance en elle, l'exercice qu'elle peut faire, elle peut déjà faire du sport. Ça permet de reprendre la confiance en soi hyper rapidement. Et ça tombe bien, Romain Leclerc nous avait dit la même chose dans un de ses posts. Et sinon, elle peut faire des exercices de respiration pour apprendre à écouter son cœur. Elle connaît pas la réponse, mais en le faisant, la réponse émergera et elle saura l'écouter. Et ça fait elle sera pas dans ce tourbillon d'incertitude. Good. Ça reste, je te coupe juste, hein, mais parce que, enfin, finalement, c'est pas, enfin, non plus si simple que ça derrière tout ça. Enfin, l'intuition, enfin, derrière tout ça, tu parlais de confiance. Alors moi, enfin, quand j'ai commencé le sport, enfin, quand j'ai repris le sport, hein, ça m'a aidé parce que je faisais quelque chose de très intense, etc. Pour autant, enfin, j'avais aussi un travail personnel à côté et un travail thérapeutique qui faisait que ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses, encore une fois, qui interviennent. Euh, D'accord? Et après, oui. voilà. Et après, pour l'intuition, euh, oui, l'intuition, enfin, oui, en effet, il y a cette ouverture de cœur, il y a la respiration, il y a plein de choses à faire. Enfin, voilà, je dis toujours que la respiration, ça reste la base, en effet. Et après, il y a différents types de respiration pour nous reconnecter aussi. Et en fait, ça tombe bien comme tu parles de ça parce que le thème qu'on traite justement, c'est la procrastination. Et la Ouais. procrastination, c'est un thème assez hétérogène. Plusieurs personnes procrastinent justement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et par moment, on réfléchissait voilà, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire pour leur donner juste l'impulsion pour qu'ils aient confiance en eux pour passer à l'action. Je prends un exemple. Tu as un rendez-vous
Et voilà, tu appréhendes le moment et puis finalement, tu annules le rendez-vous. Tu te dis que tu n'es pas prêt. Voilà. Et le sport, en fait, indépendamment même du travail qu'on fait ce soir, il a cette vocation-là au moins de vider l'esprit des émotions négatives, d'apporter un peu de clarté. Et rien que ça suffit déjà à nous faire gagner des points de confiance en nous. Parce que le nuage il Mm. s'éclaircit. Maintenant, après, c'est ponctuel. Ça n'a pas vocation à te faire devenir Superman. C'est sûr que quand on va devenir sophrologue, sur le long terme, autre chose que du développement personnel, comme tu as dit, mais ponctuellement déjà, c'est ça qui est bien. Ça permet de passer la difficulté qui est devant nous parce que voilà, on a repris confiance en nous, même que ce soit physiquement ou mentalement. Et ça, ça se vérifie sur une journée. Tu vas courir ou bien tu fais, je sais pas, tu fais le sport comme tu veux, intensément, et tu vois ton état après. C'était Mm. juste cette petite remarque-là qui peut aider beaucoup de personnes. Alors, enfin, du coup là, enfin, je vais revenir vraiment sur la sophrologie à proprement dit. En fait, la sophrologie, elle l'aide à ça du coup en apportant des outils qui soient concrets. Alors, en effet, par la respiration, mais pas que. La respiration, les mouvements du corps, encore une fois, la visualisation d'images positives. La sophrologie, elle va permettre justement de pouvoir aller recontacter, par exemple, la confiance, si on a besoin de confiance, donc aller recontacter par des moments où on a eu confiance, mais aussi peut-être à aller chercher la confiance quand il y a parfois des personnes qui n'ont jamais eu confiance en eux, etc. Et l'idée de la sophrologie, c'est surtout de rendre les gens autonomes, d'avoir des outils qu'ils puissent avoir maintenant, mais qu'ils puissent aussi avoir dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir travailler au quotidien. C'est quelque chose, euh, j'ai parfois des gens qui me disent, mais en fait, moi, je voudrais plus jamais avoir de stress. Alors, j'ai attention, la sophrologie, elle va pas vous apporter ça. D'accord? Le stress, il est normal, il est naturel. Un sportif qui n'est pas stressé, il sera pas performant. Lorsqu'on va à un entretien, justement, et s'il n'y a pas de stress, on sera pas non plus performant parce qu'on va y aller en mode cool. Donc, du coup, le stress, par exemple, est important. Par contre, je dis toujours, enfin, si c'est sur une montagne, l'idée, c'est de pas passer de l'autre côté. D'accord? Donc, d'avoir le stress qui soit au maximum et qui soit optimum de manière à pouvoir être performant. Et donc, du coup, ça se travaille, le stress, la confiance, etc. Tout ça se travaille avec des outils, en effet, la respiration. Et l'idée de la sophrologie, c'est justement de pouvoir apporter ces outils de manière à ce que les gens puissent gérer en totale autonomie, à la fois maintenant, mais bien plus tard. Et ça s'inscrit vraiment dans le cadre de, euh, dans un cadre de vie. Je dis toujours pour rire à mes clients, je leur dis en fait la sophrologie c'est un peu comme le brossage de dents, vous ne vous posez plus la question en fait. D'accord? Je leur dis normalement. Mais normalement, vous ne vous posez pas la question le soir ou le matin si vous devez vous brosser les dents ou pas, ou aller vous doucher. C'est totalement inclus dans votre quotidien. C'est une habitude de vie. Et ben, la sophro, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ben, je dis toujours, il y a comme une petite pichenette qui va venir. Ah, là, t'es stressé, respire. Là, il y a ça. Ok, fais tel mouvement. Mais parce que ça a été une habitude, parce que c'est un travail régulier. Et ça permet justement déjà de manière très naturelle, hein, de redonner de la confiance aux gens. Parce qu'il y a cet équilibre entre la tête et le corps. Tout ça, ça se rééquilibre, ça se réaligne. Et les gens, ils voient que bah, quand il y a ça dans la tête, hop, tiens, j'ai les premiers symptômes qui arrivent. Ou quand j'ai quelque chose dans le corps, ah, tiens, j'ai ces pensées-là. Donc, tout ça, ça recommunique. Alors, je fais de l'abrégé parce que je parle de la tête et du corps. Mais encore une fois, il y a le cœur qui est là. Parce qu'il y a la dimension physique, mentale et émotionnelle. Et du coup, naturellement, les gens retrouvent aussi une forme de confiance. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est, tu as dit, la sophro aide à aller chercher la confiance en soi. C'est-à-dire, ce mot chercher, là, ça a tout son sens. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, tu accompagnes beaucoup de personnes du monde de l'entreprise. C'est, Pas que, mais oui. ok, mais du coup, ces gens-là, quand ils viennent, ils viennent quel type de problématique? De confiance en eux? C'est quoi le panel de problématiques? J'ai de tout. Alors souvent, c'est le stress, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde à 3000 à l'heure, avec très peu de temps de repos finalement. J'ai toujours, enfin, il n'y a plus de l'homéostasie, ce qui nous permet de retourner à un étage, enfin, nous permettre de nous relâcher, etc. Finalement, il y a très peu d'homéostasie aujourd'hui. Euh,
Et du coup, les gens sont tout le temps stimulés. Les téléphones, les ordinateurs, les télés, tout ça, on est dans une stimulation enfin, Permanente. tout le temps, clairement. Et c'est ça, permanente. Et du coup, bah, le niveau de stress, il s'ensuit, hein. Il y a un moment, on a besoin d'être au repos et de ne rien faire et de ne pas être stimulé par quelque outil que ce soit. Et donc, le plus gros des consultations, pour moi, c'est le stress. Vraiment des gens qui sont stressés, angoissés. Donc ça, c'est vraiment le plus gros problème de sommeil aussi, mais tout est souvent en lien. Les gens viennent parce qu'ils ont des soucis de sommeil, mais en fait, ce qu'on traite, ça va être le stress parce qu'ils sont méga stressés et qu'ils cogitent et qu'ils ruminent et que du coup, c'est compliqué pour eux d'arriver à se calmer, hein. Et après, oui, en effet, c'est la confiance en soi, la confiance dans le cadre de l'entreprise, la confiance par rapport à leur positionnement, par rapport à ce qu'ils peuvent dire, ne peuvent pas dire. Donc, ouais, c'est vraiment les deux grosses problématiques, ça va être stress et confiance au quotidien. Après, il y a la maladie, après, il va y avoir des accompagnements pour tout ce qui est performance, notamment en entreprise. Mais voilà, le plus gros, c'est vraiment stress et confiance. La confiance, elle revient pratiquement tout le temps, même lorsqu'on parle du stress. Bah, c'est lié. C'est la base. Mm. Clairement, C'est clairement, la je base. posais surtout la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes du monde de l'entreprise, il y a beaucoup de travailleurs qui savent pas ce que c'est que la sophro, qui ont un peu cette illusion-là que c'est déconnecté, justement, que ça se limite au cas extrême. Mais ce côté performance en entreprise est très primordial parce que la confiance en soi, ben, si tu as confiance en toi, tu prends le courage de dire, de t'affirmer en réunion. Pour prendre un exemple simple. Tu as le courage de donner tes idées et pas de te dire, ouais, si je dis ça, on va penser ça. Tu as le courage de négocier une rupture conventionnelle, de négocier une augmentation salariale. Donc, c'est la base à plein de choses. C'est une problématique de profondeur. Et surtout, tu as dit même par rapport à ta propre expérience du début, tu as dit, tu voulais un environnement où tu avais plus de liberté. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont dans un environnement qui ne leur plaît pas pour autant. Ils n'ont pas cette liberté, mais ils vont pas forcément avoir le courage de faire le pas, soit pour en parler, ou pour changer. Bah, parce il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Enfin, là, dans ce que tu dis, ça soulève beaucoup de problématiques et des problématiques qu'on traite en cabinet. Il va y avoir tout ce qui est problématique. Alors oui, en effet, la confiance, mais la confiance, il y a quoi derrière? Il y a toutes les croyances que les personnes ont liées à leur enfance, à leur éducation. Mm. Donc, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs. Parce que oui, mais enfin moi j'aimerais bien, j'en sais rien, j'aimerais bien aller élever des chèvres dans le Larzac. Ok, c'est cool. Est-ce que je vais gagner ma vie? Non, mais enfin, du coup, J'adore voilà. l'exemple. Et derrière, c'est vrai que, voilà, mais il y a du coup beaucoup de peur derrière tout ça. Donc, et du coup, quand on travaille la confiance, on vient travailler ses peurs, on vient travailler ses croyances, donc on vient travailler. Alors, moi, je travaille aussi beaucoup. Après, je suis aussi formée en sophroanalyse. Je termine une formation de sophroanalyse. Là, pour le coup, on va vraiment chercher le pourquoi. Parce qu'en sophrologie, on ne traite pas le pourquoi. C'est-à-dire que les personnes arrivent avec leurs problèmes de confiance. On ne va pas aller chercher pourquoi ils n'ont pas confiance. On va simplement leur donner des outils pour retrouver la confiance. Et pour des personnes qui cherchent vraiment à creuser, donc on vient de travailler en sophroanalyse. Et là, pour le coup, on vient vraiment travailler sur l'enfant intérieur, sur l'enfant qu'ils étaient. Et donc, du coup, pourquoi? Pourquoi il y a ce manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On vient travailler aussi dans l'inconscient. Et donc, quoi qu'il en soit, lorsque les personnes viennent avec du stress, enfin, comme tu disais Aubin, enfin, des personnes qui ont envie de changer ou qui doivent être performants ou peu importe, quand il y a des soucis de confiance, derrière, on vient pratiquement tout le temps toucher aux croyances. Aux croyances. C'est vraiment ces croyances internes qu'on a pu avoir de par la famille, de par comme je dis toujours, hein, le milieu culturel, sociétal, familial, religieux, tout ça. On vient souvent toucher aux croyances parce que ça a un impact sur tous les hommes et femmes que nous sommes, quoi. C'est juste affolant. Mm. Les blessures C'est vrai émotionnelles. on mesure pas l'impact que ça a tant qu'on fait pas un travail en Mm. fait, surtout de développement Sur soi. personnel sur soi. Ouais, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en fait. Et de par des formations, de par la lecture de certains livres, j'ai pu casser Ouais. certaines croyances en fait que je pensais impossibles à surmonter. Donc ouais, un petit conseil, on a donné pas mal de petits conseils déjà, mais en plus du sport, de la sophrologie, ouais, la lecture de livres, de sujets qui nous intéressent pour essayer de se développer, d'apprendre plus, peut nous amener à casser aussi ces croyances-là.
en plus de la sophrologie. Donc ouais, c'est un vrai petit plus, en plus on n'en a pas parlé, mais je pense de la méditation. Et je pense que tous ces outils-là réunis peuvent vraiment faire changer les choses chez beaucoup de personnes. Il y a plein de choses, je te rejoins sur ce que tu dis, enfin, sport, etc., méditation. En fait, moi, je pars du principe, alors, il y a les croyances conscientes, hein, ce qu'on Hmm. arrive à conscientiser, puis il y a tout ce qui est en oui. Et en général, enfin, je dis toujours, ce qu'on travaille, c'est, en tout cas, quand on travaille par le biais de la sophrologie, par le biais de la méditation, on travaille surtout la phase émergée de l'iceberg, mais en dessous, il y en a 80% qu'on ne voit pas. Et, et je pense que ce qui est important, c'est quel que soit l'outil qu'on prend, c'est d'aller le travailler dans le corps. Hmm. Parce que la tête, je dis toujours le mental, il est très bien, il nous sert au quotidien, c'est génial, c'est fantastique, mais il a souvent tendance à mentir quand même. Hein, parce qu'il y a l'ego derrière ça, il y a, enfin voilà, encore une fois, toutes ces croyances, etc. Et le mental a quand même souvent tendance à nous mentir et le corps, il nous ment pas. Donc, c'est important d'aller chercher parfois, enfin, travailler le psychocorporel, vraiment d'aller travailler dans le corps. Parce que parfois, voilà, on a des mots qu'on ne comprend pas et le corps, il est là pour nous dire. Et il n'y a qu'en passant, je crois, par le corps qu'on peut vraiment tout délier et travailler vraiment ses soucis de confiance, ses soucis de croyance. Euh, voilà. Donc la méditation, c'est aussi un très bon outil parce que, enfin, même tout ce qui est méditation de pleine conscience, enfin, voilà, de venir observer ce qui se passe, d'être à l'écoute de soi, déjà, Euh, c'est des très bons outils. Ouais. je pense en fait que les outils, ils existent déjà en fait. La plupart des outils existent déjà. C'est juste que on n'est pas tous au même niveau d'évolution d'un point de vue de conscience, si on peut dire ça comme ça. On n'a pas tous les mêmes parcours émotionnels. Et du coup, même la notion simple de développement personnel, c'est pas, ça coule pas de source pour tout le monde. Au travail, tu peux parler de, quand toi tu es passionné par des sujets de développement personnel qui deviennent un peu abstraits, les gens, ils sont passionnés par des choses très concrètes. Donc, même en discuter, tu vois déjà qu'il y a une différence. Donc, la méditation, ça marche, certes, mais par contre, quand quelqu'un vient, par exemple, te consulter, je pense que quelque part, justement, ça qui est bien, c'est que tu peux l'assister. Pour lui, c'est déjà un premier pas. Même s'il va faire des exercices de sophrologie, je pense qu'il y a des exercices que tu donnes et peut-être certains ne le font même pas. Parce que le simple fait d'avoir ce petit accompagnement au début, ça fait toute la différence. Au moins, tu prends la main avant que les gens soient autonomes pour se lancer. Bien sûr. Bah, c'est l'adaptabilité aussi. Hein. Quand on est avec un praticien, enfin moi, typiquement, j'ai une personne, une femme que j'accompagne hein, depuis 15 jours. Elle est arrivée en me disant, moi, tout ce qui est méditation, etc., clairement, ça m'énerve. Elle me dit les voix, elle me dit la voix des gens qui font les méditations, je trouve que c'est une voix mielleuse et moi, ça me tape sur le système, ça m'énerve. Ok. Dès Donc, l'introduction, ben, sur le principe. Donc, sur le principe, quand on est en sophrologie, enfin, je lui dis, je vais pas pouvoir vous parler en étant hyper speed pour pouvoir vous détendre. Je lui dis, enfin, soyons bien clairs, il y a quand même un ton. Mais du coup, le fait que je sois là, alors du coup, j'ai adapté parce que je savais bien que certaines relaxations n'allaient pas lui convenir, je savais bien que certaines euh, intonations n'allaient pas lui convenir non plus. Et donc, du coup, bah, j'ai adapté. Et c'est là l'avantage, en effet, quand on a un professionnel qui est en face. Et puis, c'est aussi l'un des principes de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. Donc oui, en effet, ça permet d'avoir des outils qui soient adaptés et même pour des gens qui ne supportent pas la méditation parce que c'est trop mou, parce que c'est trop mielleux, parce que tout ça, bah, du coup, ils arrivent à trouver quand même chaussures à leurs pieds. Tu as dit un truc super important et qui est pour moi irremplaçable, c'est l'accompagnement, en fait, la personnalisation du service, qu'aujourd'hui, Mm. aucune formation, aucun livre, aucun cours théorique ne pourra remplacer, c'est vraiment l'accompagnement. Et c'est ce qui fait toute la différence dans la progression d'une personne. L'accompagnement, mais oui, mais parce que c'est pareil, il y a autant de sophrologues qu'il y a de personnes sophrologues. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait la différence, c'est un métier humain. Et ce qui va faire la différence, et c'est pour ça que moi je dis toujours, enfin, j'ai des personnes qui viennent avec différents types de problématiques, et même parfois des personnes qui viennent avec des problématiques financières et qui ont envie d'avancer. Et je leur dis, moi, c'est un métier que je fais, c'est vraiment un métier de cœur, et j'ai pas envie d'aider, par exemple, que les gens qui ont de l'argent. Donc, en fait, ce qui fait vraiment la différence, ça va être le sophrologue, la personne que nous sommes, l'accompagnant que nous sommes.
Et ça, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au tout début. Je pense qu'il faut déjà avoir travaillé aussi sur soi, se découvrir, être aligné soi-même pour pouvoir accompagner mieux les gens. Ça, c'est profond, ça. C'est profond parce que tu as dit que, et c'était quelque part aussi quelque chose qu'on avait vu, c'est une des raisons peut-être pour laquelle la sophrologie souffre un peu aujourd'hui. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est pas des sujets délicats à aborder parce que ça, je pense que ça devrait secouer un peu. Mais d'en avoir conscience, de se dire qu'au final, quelque part pour être sophrologue, il faut déjà être un humain qui a suivi le parcours soi-même de développement personnel, d'avoir creusé, de s'être regardé dans le miroir avant de prétendre aider les autres. Je ne sais pas comment on peut faire s'il y a des pistes pour valider cette étape-là, mais ça aiderait beaucoup, je pense. C'est un sujet qui est très compliqué. Après, c'est un sujet qui peut aussi amener, enfin, moi, c'est un sujet que j'aborde, mais c'est délicat, hein. J'ai des personnes que j'ai accompagnées qui se sont formées à la sophrologie derrière. Euh, et c'est OK, hein. Enfin, chacun fait son chemin, etc. Mais il y a aussi des personnes qui me rappellent aujourd'hui en me disant, mais Aurore, comment vous avez fait pour développer, etc. Et c'est toujours délicat de dire ça. Et encore une fois, enfin, vraiment, je dis ça avec des pincettes, hein. Mais je pense, et j'ai souvent tendance à penser que quand on est sur le bon chemin, ça s'ouvre. J'ai vraiment souvent tendance à penser ça. Et par rapport à la sophrologie et par rapport à ce métier qui est en vogue, euh, on va revenir vraiment encore une fois aux croyances, hein. Moi, j'ai vraiment ces croyances, enfin, voilà, en l'univers, chacun appelle ça comme il le souhaite, etc. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres guidances. Alors, si on reste très terre à terre, euh, j'ai pas de mots pour l'expliquer, si ce n'est en effet le travail sur soi et le fait d'avoir avancé à titre personnel. Mais après, je reste persuadée qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'orienter sur un métier quel qu'il soit, quel que soit le métier d'accompagnant qu'on fait, qu'on choisit, quel que soit le métier de thérapeute, on ne peut pas s'inventer thérapeute. Faut vraiment avoir bossé parce que sinon, naturellement, en fait, les choses se font. Si vous n'êtes pas vous-même aligné, si vous n'êtes pas vous-même bien dans vos baskets, bien dans votre corps, etc., enfin, il y a aussi un travail d'énergie là-dedans. On va dire, on dégage aussi certaines choses. On est aligné ou on ne l'est pas. Enfin, il y a tout ce qu'on donne. Et ça se ressent. Et je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont du mal à faire décoller leur activité, mais peut-être aussi, peut-être, hein, je dis, hein, peut-être parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Travail de Je le profondeur. prends, voilà, je le mesure aussi, enfin, je mesure l'impact que ça peut avoir parce que c'est délicat de le dire, hein, c'est très délicat, mais je pense aussi que toujours faire attention avec tout ce qui est en vogue. Mm. Euh, c'est pas, pour moi, c'est délicat, effectivement, mais quelque part, ces interviews sont faites pour ça, pour conscientiser ceux qui ont encore la chance de pouvoir enlever certaines illusions, je dis ça comme ça. C'est délicat, certes, mais justement, si on n'en parle pas, si personne n'en parle, ben, la chaîne continue à se développer. Donc, le simple fait d'en parler, même seulement de toucher la surface, ça permet à chacun de se faire sa propre idée, mais au moins le message sera plus ou moins passé. On n'a pas la Oui. prétention de vouloir dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, non, mais au moins, Non, voilà. c'est pour ça que moi je parle vraiment en mon nom. Enfin, je dis toujours, enfin, même quand je suis en cabinet, quand je dis quelque chose, je dis toujours je parle de moi, je parle pour moi. Je ne me permets pas de parler pour les autres. Je parle vraiment de ce qui est juste pour moi. Et, et aussi important parce que du coup, le métier de sophrologue peut souffrir aussi de tout ça. Mm. De tous les sophrologues qui peuvent bah, sortir de partout, qui peuvent être diplômés, etc. Et il y a aussi derrière, il y a aussi des déviances. Et encore une fois, alors, je ne vais pas mettre tout ça sur le dos que du travail personnel, mais je crois que c'est un gros point. Bah, tout comme moi, je pense que ça fait partie un petit peu de l'expérience. Et on en a parlé, je pense, dans le dernier interview, c'est que l'expérience n'est pas là pour rien, en fait. C'est qu'on peut avoir tous les diplômes du monde. Si on n'a pas Mm. l'expérience, et en plus, comme tu l'as très bien développé, le travail personnel sur soi, voilà, Mm. ça ne pourra pas le faire, tout simplement. Ou en tout cas, ça risque d'être très Après, difficile.
Bien sûr, Là, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Après, je pense qu'il n'y a pas de loi là-dessus. Enfin, il y a aussi des gens qui n'ont pas, enfin, fait d'école. Alors, dans le cadre de la sophrologie, mais ça s'applique aussi dans d'autres cadres. Enfin, Hmm, dans le cadre de la sophrologie, c'est quand même mieux d'avoir fait une école et d'avoir suivi une formation. Mais voilà, il y a aussi des gens qui réussissent, etc. Mais parce qu'il y a aussi une question de talent. On réussit là aussi quand, enfin, je vais revenir toujours à la même chose parce que pour moi, c'est vraiment quand on fait un travail de cœur, quoi. tout à fait, tout tout à à fait. fait. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que voilà, sur assurer que on est à notre place quelque part, sur assurer que on a fait un travail ce soir, en tout cas au moins, avant de prétendre aider les autres et se poser les bonnes questions, même si ça peut fâcher. Ça aide aussi bien pour nous que pour la profession. J'aimerais qu'on passe peut-être à l'étape d'après. Du coup, avec tout ce que tu nous as dit, même si toi, particulièrement, tu n'as pas suivi de difficultés particulières au niveau de la prospection et tout, qu'est-ce que tu suggérerais à l'Aurore qui devait recommencer aujourd'hui? Qu'est-ce que je suggérerais? Qu'est-ce que je me Mm, suggérerais? Tu parlais tout à l'heure de procrastination. mhm, Et, du coup, ce qui est intéressant, c'est que je me suis vue à plusieurs reprises me dire faut que je fasse ça. Et encore aujourd'hui, me dire j'ai ça à faire parce que du travail, j'en ai plein. Et en effet, il y a de la procrastination. Et tu disais que c'est souvent lié à un manque de confiance. Oui et non. C'est que souvent, derrière la procrastination, il y a des peurs. Et si je réussissais? Et si j'étais dans la lumière? Et si, alors moi, je travaille encore une fois sur moi par rapport à ça, et je m'aperçois que souvent, je ne fais pas les choses. Alors, il peut y avoir une part de fainéantise aussi, par moment peut-être, une part de fatigue, j'en sais rien, mais il y a aussi la peur de et si je réussissais? Hmm. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont profondes. Si je réussissais vraiment, si j'étais vraiment dans la lumière, et là, ça vient toucher un problème de confiance en soi. Est-ce que je me l'autorise? Est-ce que tout ça? Donc si je devais recommencer, je viendrais travailler dans un premier temps cette part de procrastination. Il peut y avoir de manière à tout le temps alors être efficace finalement et à ne pas prioriser tout et n'importe quoi, mais à prioriser mon activité et non pas un dur passage ou du ménage ou n'importe quel truc ou du jardinage qu'il y a à faire au moment où j'ai un temps de libre. Voilà. Donc faire ce que je prévois de faire et le faire vraiment. Je trouve que tu l'as très très bien résumé, en tout cas, ce qui est la procrastination, parce que il y a souvent des idées reçues qui sont un peu fausses, surtout sur le fait que c'est voilà, que de la fainéantise, alors que en général, comme tu l'as très bien dit, il y a des peurs profondes qui sont derrière ça, et que c'est pas parce qu'on veut pas le faire, c'est parce qu'on a de réels blocages en fait, dont on n'a pas forcément conscience, qui nous empêchent de le faire. Et, euh, et voilà. Donc, merci beaucoup pour ce détail parce que c'est tout le monde ne le comprend pas forcément comme ça au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est pas- faut aller le toucher du doigt encore une fois. Enfin, c'est important de toucher du doigt tout ça, hein. Encore une fois, derrière la procrastination, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je procrastine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Euh, c'est, Euh, c'est important d'être touché, mais je pense que c'est important de conscientiser. Et que, on n'en parle pas beaucoup. Quand tu dis procrastination, les gens pensent gestion de temps. Alors que c'est pas la gestion de temps, hmm, c'est juste la surface. Quand tu grattes un peu, il y a des émotions. Quand tu grattes les cohérence. Donc, au final, c'est toujours une question de profondeur. Et plus tu cherches des solutions qui marchent, plus tu vas en profondeur. Et tu te rends compte qu'en fait, ce qui est bien avec la profondeur, c'est que plus tu plonges, moins il y a de causes. Donc, si tu arrives à toucher la cause, ça grandit comme un arbre. Ça, c'est, bien sûr. voilà. Donc, C'est la mais racine. ça, exactement. Donc, ça revient très bien. Good. Et à part ça, du coup, à part la procrastination, à part la peur de ne pas être autorisé à réussir, si tu peux reformuler comme ça, qu'est-ce que tu recommanderais d'autre à la nouvelle Aurore? Euh, je me recommanderais finalement de me faire plus confiance.
parce que j'ai confiance en ce que je fais, mais je m'aperçois que toute ma pratique finalement a évolué, ce qui est normal hein, quand on sort de l'école et qu'on nous a formaté, où il y avait vraiment un cadre qui était très important. Et je me dirais vraiment que c'est important, enfin en tout cas j'essaierai de me faire confiance davantage. Pourquoi? Parce que donc je suis supervisée aussi, parce que alors ça c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est aussi la supervision qui est importante. C'est pas parce que je suis sophrologue depuis 3 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans que j'ai pas besoin de supervision. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est important de toujours garder cette espèce d'observateur conscient et te dire, OK, si, est-ce que je fais les choses correctement? Ne jamais penser que tout est acquis parce qu'il y a toujours des écarts de posture et toujours, bon, bref. Euh, et dernièrement, je voyais que comment dirais-je, ma pratique évoluait. Je voyais que je pouvais commencer à m'ennuyer sur certaines choses et que je commençais à pratiquer différemment. Et là, je me suis dit, oups, attention Aurore, est-ce que tu fais bien? Donc, je suis allée en supervision avec une sophrologue, formatrice, etc. Et puis, bah, en fait, en parlant avec elle, en écoutant tout ce qu'elle me disait, je me suis dit, en fait, tout ce qu'elle fait, elle, depuis 10 15 ans, c'est ce que je fais là. Sauf qu'en fait, j'avais besoin qu'on vienne me valider que je ne faisais pas mal. Alors, en même temps, c'est positif parce que c'est aussi de la remise en question, mais en même temps, je me dis, fais-toi confiance. Donc, je pense que si j'avais à changer quelque chose, ce serait en effet aussi cette posture et de me dire, bon, bah, tu fais les choses en conscience, en tout cas du mieux que je peux, j'essaie de les faire en conscience. Mais alors, du coup, fais-toi confiance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va revenir encore une fois à l'intuition Exactement. et au cœur. C'est Et la première question de départ. C'est la profondeur, c'est la profondeur. C'est normal. voilà. Ok, ça c'est un bon point ça. Se faire superviser, ça donne le checkpoint, aussi bien pour Mm. soi que pour l'autre. Mm, Le regard extérieur, toujours très important. Mm. mm, De mm, quelqu'un mm. qui a du recul. Bah, ouais, être certain finalement qu'on est quand même dans le bon cadre et qu'on fait pas n'importe quoi. On travaille avec de l'humain, hein. Mm. Donc, on peut pas se permettre à un moment de faire n'importe quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais donc à Laurent qui aurait des difficultés vis-à-vis de sa famille, qui serait pas d'accord qu'elle se lance dans la sophrologie alors qu'avant elle était dans un métier Qu'est-ce que je recommanderais à quelqu'un qui serait, qui se enfin, lancerait dans dans le la cadre d'une sophrologie, famille? ouais, et peut-être la famille comprend pas, surtout qu'avant on avait un travail plus ou moins stable, et tu te lances dans la sophrologie, chacun a un peu son idée reçue de ce que c'est que la sophrologie. Euh, Alors moi, je recommanderais peut-être déjà à la personne de faire tester la sophrologie. Parce que la sophrologie, on en parle beaucoup, mais finalement, pas beaucoup de gens la connaissent. Ou bien ils en ont une vision, mais c'est pas concret. Donc moi, je recommanderais déjà peut-être de tester la sophrologie, de faire tester la sophrologie. Euh, et puis après, enfin, quand c'est pas accepté, enfin, c'est délicat, hein. Moi, j'ai traversé cette période-là où en fait j'ai perdu du monde parce qu'on m'a dit ouais c'est ça, la sophrologie c'est complètement barré, va parler aux arbres, t'es en gros une illuminée, etc. Alors pour autant, j'adore les arbres, hein, j'adore leur parler, mais dans ma pratique, je suis très terre à terre aussi et voilà très ancrée. Mais j'ai envie de dire, enfin, encore une fois, soyons nous-mêmes, quoi. Et suivons. Enfin, on peut pas forcer les gens à comprendre dans le cadre d'une famille. Alors encore une fois, il y a famille et famille. Il va y avoir la famille, le mari, la femme, les enfants. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi la famille autour, les parents, cousins, cousines, bref, peu importe. Et donc ça n'a pas le même impact sur nous. Mais encore une fois, il y a toutes les croyances qui sont derrière. Il y a toutes les peurs, des jugements qu'il peut y avoir derrière. Et moi, j'ai envie de dire que dans ces cas-là, ben, faut s'écouter, écouter et faire ce qui est bon pour nous. Euh, Moi, j'ai suivi. J'ai pas cherché à convaincre. J'ai exactement. pas cherché à convaincre qui que ce soit. Je me suis dit, il y a des gens, les gens ont vu mon changement parce que forcément j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que mon mode de pensée a complètement changé, parce que j'ai expérimenté, hein. Je suis passée par l'expérimentation et je me dis toujours que le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est qu'ils voient ce qu'on est. Donc j'ai pas cherché à les convaincre en disant mais si c'est bien. Non, enfin, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
D'accord. Donc du coup, ben naturellement en fait les gens ben, ont dû puis mon activité elle fonctionne et puis moi je suis heureuse dans ma vie et ça vaut tous les mots. C'est puissant ça, parce que moi, je l'ai vécu. Surtout que quand tu quittes le boulot d'ingénieur pour démissionner, tu vois, même pour l'emploi, t'as pas. Donc, tu nages dans la piscine. J'imagine. Tu imagines tout ce que tu peux avoir comme contrainte. Et finalement, c'est ce que tu as dit là, en fait. C'est que moi, j'avais plutôt fait l'erreur. J'avais fait l'erreur de vouloir convaincre et Hmm. surtout de vouloir rentrer dans le raisonnement. Alors que non, le mental, il peut prendre en compte que la surface de l'iceberg. La grosse partie du pourquoi tu le fais, c'est à l'intérieur. Et ça, tu peux pas le transmettre. Même les mots ne peuvent pas, parce que les gens, ils filtrent avec leur vision du monde. Et ce n'est que le moment où j'ai dit, ben, au Hmm. final, je vais lâcher prise, peu importe ce qu'ils pensent. J'ai déjà fait mon travail d'explication, ça se limite là. Et que je me suis lancé en disant, de toute façon, d'ici quelques années, ils verront. Ça a créé des remous, mais des années plus tard, ça change. Le regard change, parce que comme tu Bien as dit, sûr. j'ai changé. Et surtout, quelque part, j'aime aussi dire que, quelque part, c'est aussi un bon test. Ça te permet de savoir, est-ce que tu es vraiment motivé pour faire cette sophrologie-là? C'est une première turbulence, c'est un peu comme un avion qui traverse. Ça te permet de voir vraiment si ça Hmm. vient des profondeurs ou c'est juste une idée que tu as eue dans un rêve. Et Comme puis, ça, une idée, bien voilà. sûr. Hmm. C'est bien ça, Non, ça. non, je pense que c'est pour tout le fait de ne pas chercher à convaincre en fait. Enfin, chacun a ses idées, chacun a ses filtres, comme tu le disais, et, euh, et encore une fois, ça passe par l'expérimentation. Pour ça que je disais, enfin, avant de vouloir essayer de convaincre des bienfaits, de ceci, de cela, ben, testons. Et puis après, il y a aussi toutes ces personnes qui vont juger, mais qui n'ont pas envie pour autant de savoir ce qu'est tel ou tel métier. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah non, mais sophrologue, non, mais n'importe quoi. Oui, ok, pourquoi? Mais pour le coup, ils savent pas dire parce qu'ils ne connaissent pas la sophrologie, parce qu'ils ne se sont pas intéressés au métier, ce que ça peut faire, ce que ça peut procurer, comment ça se pratique. Mais alors, par contre, c'était n'importe quoi. C'est ok, c'est ok, peu importe. Ça, c'est magnifique. Ta confiance, elle est 2000%, tu vois. Ça, c'est un degré de détachement par rapport au gars des autres, c'est époustouflant. Eh ben, du coup, tu Je dis, dis pas que c'est évident, hein. Je dis pas que c'est évident parce que ça n'a pas été évident. Enfin, typiquement dans ma vie personnelle, enfin le père de mon fils qui m'a connue justement euh, en tant que responsable ressources humaines, ça n'a pas été évident parce que même quand j'ai perdu mon emploi, etc., j'avais la possibilité d'avoir des emplois où je gagnais très très bien ma vie. J'avais même des sociétés qui m'avaient proposé de faire des choses un peu sur mesure pour moi par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies. Et donc du coup là, on m'a pas compris quand je me suis installée, quand on m'a dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Enfin t'es pas rationnel. Ben, si, je suis très rationnelle. Si, je sais juste où j'ai envie d'aller. Pour autant, ça n'a pas été facile. Et encore parfois, ça n'est pas facile quand j'entends des réflexions, enfin, genre tu sers à rien, quoi. Ah ouais, bon, c'est pas évident. Mais Regarde mon planning si je cher sais ce à que rien. Ouais, non, mais voilà, mais puis je sais, enfin, moi, enfin, je sais ce que je procure, je vois les gens que Hmm. j'accompagne, je vois quand ils commencent. Parfois, avant, je m'autorisais pas l'émotion. Je m'autorisais pas, en fait, parce qu'on nous avait dit à l'école, non, non, mais vous avez votre posture, etc. Donc, je mets le masque de thérapeute. Bah, sauf que moi, je suis une émotive, sauf que je suis une sensible et qu'aujourd'hui, ben, quand j'accompagne des personnes et que je les vois évoluer, bah, à la fin, je les remercie déjà de m'avoir fait confiance. Mais quand je les vois eux dans l'émotion, bah, je leur dis, bah, vous me touchez aussi par votre histoire, par votre évolution, par tout ça. Et là, je me dis, non, je ne sers pas à rien. Pas du tout. Au contraire. c'est Au contraire. c'est fondamental parce que tu as dit tout au début, tu as dit, euh, ça donne un sens à ta vie. Et je pense que c'est juste qu'on est dans une société où tout tourne, je dis pas que c'est mauvais, beaucoup trop de choses tournent autour du matériel, des finances. Et les gens, ils Mm, regardent toutes les actions à travers le spectre des finances. Tu as dit, j'ai pas fait de business, mm. tu as dit, j'ai pas fait de projection financière, je me suis lancé. Pareil, il a fait pareil, mais quand je Oh oui. vois les remarques qu'on m'a fait après, c'était tout. On ne conçoit pas qu'on puisse faire quelque chose avec pour première intention d'aider les autres et ensuite d'avoir les finances pour résultat. Donc, c'est Ben oui. très difficile à intégrer en tout cas. Mais pareil, tant que ça reste ton choix de vie et que tu l'assumes, il n'y a personne qui va venir te faire faire autre chose.
Mais c'est très, je pense que c'est très bien. Les gens, ils seront contents d'entendre cette fin-là d'interview. Vraiment, on se rend compte que même après 3 ans et tout ça, tu continues à avoir des critiques, des petits mots, qui pourraient fâcher sur l'utilité de la profession, Mm, etc., etc. mm. J'essaye d'être le plus juste possible, d'être le plus authentique possible dans mon quotidien, dans mon quotidien, enfin, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle, j'essaye d'être le plus juste possible, d'être vraiment authentique et alignée. Donc c'est vrai que parfois il y a des mots qui sont pas forcément, qui me plaisent pas forcément ou quoi que ce soit, mais c'est important aussi de dire les choses. Valentin, tu C'est voulais un dire quoi? très, non, c'est un très beau mot de la fin. Euh, je voudrais peut-être revenir sur un petit point qu'on n'a pas forcément développé beaucoup avant. Vous avez parlé beaucoup de l'intuition, de suivre son intuition. Est-ce que pour quelqu'un qui ne saurait pas le faire, est-ce que vous auriez une piste à recommander pour peut-être trouver un petit peu une façon de faire pour suivre cette intuition qu'on n'écoute pas forcément soi-même? Alors l'intuition déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui est non palpable. Hmm. L'intuition, elle va venir, ça va être un mot qui surgit. J'en sais rien, vous êtes, j'en sais rien, t'es en voiture, tu t'es à un stop, tu veux pour accélérer, il y a quelque chose qui te dit non. Hop, tu freines, tu sais pas pourquoi. Bah, en fait, tu avais juste un camion qui débarquait et tu sais pas pourquoi à ce moment-là tu t'es arrêté. Ou bien l'intuition, j'en sais rien. Alors, je vais vous donner mon cas typique, hein. J'organise la semaine dernière un anniversaire surprise pour mon papa, etc. J'avais commandé des petits fours. Je me pointe dans un truc pour aller chercher des petits fours. Ils me disent qu'ils n'ont pas les petits fours, qu'ils n'ont pas ma commande. J'ai 40 personnes qui arrivent 2 heures après. Et là, j'ai un truc qui me dit Auchan, Auchan. Puis ça clignote, hein. Auchan, 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 Auchan. Donc, je vois, j'entends, c'est dans ma tête, mais il y a quelque chose qui me dit. Et là, moi, je n'écoute pas ce truc qui me dit Auchan. Je suis à 3 minutes, hein, 3 minutes à pied de ce lieu-là. Et là, je suis déjà en train d'anticiper et de me dire, OK, j'ai pas les petits fours. Comment je vais faire? Et j'étais déjà dans la prévision. J'étais plus, en fait. J'ai pas pris ce moment. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, moi aussi, parfois, ça m'arrive de ne pas écouter mon intuition. Et en fait, elle est non palpable. C'est un mot qui vient, c'est quelque chose. Euh, et quand c'est subi comme ça, c'est souvent ça qu'il faut écouter. C'est souvent ce truc qui vient de nulle part, ce petit mot, cette vision, ça se présente, une pointe au cœur, quelque chose, hop, c'est très subit et c'est non palpable, mais c'est là. Et c'est là où c'est important, en fait, à ce moment-là. Et on ne l'écoute pas, pourquoi? Parce qu'on est souvent dans le mouvement. Moi, ce qui m'a fait ne pas l'écouter, c'est parce que j'étais en mode stress. J'aurais pris 30 secondes pour me poser, pour respirer à ce moment-là, pour revenir dans mes pieds. Je serais allée, ça m'aurait évité 2 heures derrière de stress parce que derrière, il a fallu que je trouve une solution de remplacement. Mes petits fours, ils étaient en train de m'attendre à 3 minutes. Je Voilà. pense aussi qu'il Donc, y a un problème de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir la garantie du résultat avant de commencer. bien Écouter sûr. son intuition, c'est lâcher prise complètement. Il te dit de faire quelque chose, tu sais pas pourquoi, comment ça va se goupiller, mais tu le fais quand même. Mm, aussi, complètement. Mais pour lâcher prise, il faut aussi prendre un temps de se poser et arrêter de toujours vouloir être en effet dans le mouvement et donc du coup dans l'extérieur. Ça veut dire être à l'intérieur de soi et ça reste un travail de tous les jours. Enfin, moi, j'écoute mon intuition, je suis relativement intuitive, mais pour autant, ça reste un travail. Et comme tout à chacun, bah, il y a des moments où je l'écoute pas. Alors, et c'est OK, c'est un axe d'amélioration et Ouais. c'est OK. Je suis toujours, on est débutant hein, chaque jour. Même si on a de l'expérience, on est débutant parce que on a encore à apprendre chaque jour. Génial. Un super mot de la fin, ça. Hmm. Bah oui, je sais pas. En tout cas, on a déjà bossé pas mal de choses et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'on a abordé des points sensibles. On a abordé des points Hmm, sensibles, notamment le fait de devoir faire un travail sur soi. Voilà, le fait de savoir que quelque part, la sophrologie, bon, pour nous, pour les thérapeutes, ça coule de source, mais pour monsieur tout le monde, c'est pas tout le monde qui voit ça comme utile. Donc, de bien bien sûr. prendre en compte que ben, demain, tu deviens sophrologue, tu risques peut-être certains de tes amis ou bien certains membres de ta famille vont pas forcément t'encourager.
Et c'est pas pourtant que je dois te Mm. décourager. Ça fait partie de la réalité. Donc ça c'est très important et de voir aussi quelque part la sophrologie, si on creuse un peu plus, souvent les parcours des gens, il y a un aspect énergétique dedans. Bon après là ça devient des spécificités des uns et des autres, on va dire voilà. Mais ça peut aller plus loin que ça. Exactement. Voilà. Bon. Mm. Good. C'est purement personnel après, hein. Enfin voilà, moi je le travaille, mais parce que je travaille aussi en sophranalyse. Mm. Il y a des sophrologues qui vont pas du tout parler d'énergie, mais encore une fois, tout dépend de leur avancée dans le développement personnel et dans le travail qu'ils ont effectué pour eux, quoi. Ça tombe bien, heureusement que tu as parlé. Quelle est la différence entre la sophroanalyse et l'hypnose, par exemple? Parce que quand tu as dit sophroanalyse, tu as parlé d'aller creuser la partie de l'iceberg. On voit pas. La première image qui m'est venue, c'est l'hypnose, parce qu'on avait eu Maud il y a quelque temps qui nous parlait de l'hypnose. Et j'ai pas perçu. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la différence, c'est qu'en sophroanalyse, alors, enfin, il y en a qui peuvent l'assimiler, mais ça n'a rien à voir. Euh, alors après, il y a différents types d'hypnose. Maud est plus à même enfin, était en tout cas plus à même de présenter. En fait, en sophroanalyse, on va aller chercher le pourquoi il va y avoir tel mot. Donc, on passe en fait tel ou tel mot, donc MAUX. On va passer par le corps, en effet. On va aller travailler dans l'inconscient. Donc, la base, en effet, est la respiration. Et on va aller venir contacter directement, je ne sais pas, enfin, passons par un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, est oppressé sans arrêt, etc., dans telle ou telle situation, ok, on va aller venir voir, par exemple, où est cette oppression, quelle couleur est cette oppression, quelle forme, etc. Et en fait, derrière, on va venir aller travailler avec les images ce qui va venir, peut-être que ça va ramener à une situation où j'étais toute petite fille ou peut-être que j'avais 15 ans, etc. Et en fait, on va remonter. L'idée, en fait, de la sophronie, ça va être au fur et à mesure de tirer le fil euh, et d'arriver sur la situation qui a fait qu'il y a eu ce trouble. Parce que la plupart du temps, les troubles qu'on a aujourd'hui, quels qu'ils soient, ils sont pas issus enfin, ils ne datent pas de maintenant. Ils sont vraiment issus de choses qui se sont passées parfois dans la petite enfance, parfois même dans le milieu intra-utérin, et parfois c'est du transgénérationnel. Donc il y a plein de choses qu'on travaille derrière tout ça. C'est très puissant. Voilà, on vient délier pas mal de choses, mais en tout cas, on vient travailler au plus proche du pourquoi et de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se reproduisent, on ne sait pas pourquoi, et ben on apprend à les comprendre, savoir pourquoi. Donc en ça, c'est différent parce qu'on travaille beaucoup dans le mouvement. On va travailler dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller se mettre dans les chaussures de papa, de maman, papa, maman quand ils étaient enfants, grand-père, grand-mère, etc. Donc, et on travaille vraiment dans le mouvement. C'est-à-dire que souvent en sophrologie, en hypnose, on va être en position de relaxation. Là, on vient travailler dans le mouvement. On est dans l'inconscient, mais on travaille dans le mouvement. Donc, on est vraiment dans du psycho, mais surtout dans du corporel. Ah, ça c'est bien ça. Ce que j'ai retenu, C'est passionnant. ce que j'ai retenu, c'est qu'en en sophro-analyse, on va un peu essayer forer un peu plus profondément, pas à pas, Ouais. sur le pourquoi, voilà, quitte à ce que ça, en remontant dans le passé, plus ou moins, hein, ça peut être l'adulte, l'adolescence, l'enfant, transgénérationnel, ainsi de suite, voilà. Mais Mm. tant que ça permet de se rapprocher au plus près du pourquoi et du coup de savoir où toucher, où agir, c'est Oui. ça le. Ça se fait naturellement. Après, c'est ce que notre inconscient nous accorde. Il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de freins, de résistance, etc. Ça dépend de ce qu'on est prêt à aller chercher. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est toujours de faire tout ça de manière bienveillante et dans la sécurité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que il y a beaucoup de conséquences derrière ça. On vient toucher à la structure de la personne. Donc, la confiance et la sécurité sont encore une fois très importantes. Et puis, toujours cette bienveillance qu'il peut y avoir. Ne pas, encore une fois, aller superposer notre propre histoire sur la personne. Donc, encore une fois, distance et puis avoir travaillé sur nous. Bon, moi j'ai plus de questions. Voilà. Je sais pas si Valentin. Non, moi non plus, moi non plus. Merci, merci beaucoup pour tous tes précieux conseils, ton expérience que tu as Merci à vous. apportée, et puis voilà, j'espère que ça pourra aider
beaucoup de personnes, ceux qui auront Bah, l'occasion j'espère aussi. de regarder cette interview. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Aurore. Bon. Merci à vous deux pour cette invitation. Merci pour ce partage et au plaisir. Et j'espère aussi que ça pourra éveiller les consciences, aider, et, voilà, apporter des éléments à ceux qui en manquaient. Top, Good. génial. De très bonne fin Monsieur. de Voilà. journée, très bonne fin de journée à vous. Merci. Et puis, à bientôt. Merci. Allez, au À revoir. bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.